Depuis plus de 15 ans, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, le CRILC, organise un cycle de rencontres annuelles avec des écrivaines et des écrivains québécois. Ces rencontres sont animées par des chercheurs en littérature, aussi bien jeunes que plus aguerris, ce qui permet de mettre en dialogue les textes, les auteurs et les savoirs. Cette année, les rencontres d'écrivaines et d'écrivains du CRILC sont consacrées aux littératures de combat, c'est-à-dire aux actrices et aux acteurs du milieu littéraire qui résistent au courant hégémonique du livre et qui évoluent dans les marges. Pour cette deuxième rencontre, nous nous intéressons aux librairies, ces lieux d'accueil de la littérature qui, de plus en plus maintenant, se représentent comme des lieux de résistance assumés. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Gabriela Quinte, fondatrice de la librairie Racine et militante antiraciste. Depuis 2017, elle offre à la communauté un espace où trouver des livres de tout horizon, tout en assurant une juste place aux autrices et aux auteurs racisés. C'est Sandrine Bourget-Lapointe, étudiante à la maîtrise en études littéraires et en études féministes, qui anime cet entretien. Elle détient une expérience de gestion, d'organisation et d'édition dans des milieux littéraires queer et féministes, notamment au sein du collectif Dyke Marche Montréal et de la revue Féminétudes. Je suis avec Gabriela Quinte. Je me présente Sandrine Bourget-Lapointe. On va discuter du rôle primordial des librairies comme dans la distribution et l'accès aux littératures. Des librairies qui ne sont pas seulement des points de vente, mais des lieux de rassemblement, de rencontres, d'apprentissage. On pense les librairies comme des lieux de résistance, des terrains engagés où chaque prise de parole est reçue avec intention et respect. Donc, je suis très contente d'être avec Gabriela, qui est la libraire fondatrice de la librairie Racine. C'est vraiment une belle opportunité qu'on prend aujourd'hui parce que si on se croise régulièrement, Gabriela et moi, on n'a peu le temps de discuter de ce qui nous amène, de ce qui nous anime, de ce qui nous passionne dans notre travail de libraire. Donc, moi, je suis libraire une des librairies cofondatrices de la librairie Le Guélion, qui est une librairie féministe à Montréal, qui a ouvert ses portes en 2016. Gabriela, veux-tu nous parler un peu de ta librairie à toi? Oui, absolument. J'aimerais commencer par dire que Racine a fortement été inspiré par la librairie Le Guélion. Oh. Franchement, chapeau. Puis je sais on n'a pas été les seuls non plus à avoir été inspirés par Le Guélion. J'ai trouvé ça beau, comment vous êtes organisés, tout, l'emplacement, tout. Donc, chapeau à la librairie Le Guélion. Sinon, pour moi, ce que je dirais sur la librairie Racine, c'est que c'est une librairie qui célèbre la pluralité des voix, puis qui met de l'avant des auteurs qui ne sont pas forcément mis de l'avant partout. Puis quand je parle de partout, oui, je parle des tablettes des librairies traditionnelles, mais je parle aussi des espaces comme les médias, qu'on invite des auteurs ou des tables rondes ou toutes sortes d'espaces où on invite des auteurs ou des artistes à se prononcer sur peu importe la question. Je trouvais que c'était pas assez diversifié, donc je voulais un espace où on célèbre cette diversité parce que il y a beaucoup d'histoires qui méritent d'être entendues, d'être lues, puis qui sont pas nécessairement mis de l'avant. La série de balados s'intéresse aux littératures de combat, aux personnes qui évoluent dans les marges du milieu littéraire. Est-ce que tu considérais que Racine essaie de évolue dans les marges? Dans le fond, on est Racine et Le Guélion, on est des librairies spécialisées, des librairies qu'on pourrait dire politiques. Comment c'est articulé la ligne directrice de ta librairie? Comment t'es venu le projet? Euh, pour la ligne directrice, je dirais qu'on essaie pas mal de suivre les mouvements de justice sociale, comme par exemple, en ce moment, c'est beaucoup sur la vie des Noirs qui compte,
les différentes luttes des communautés autochtones, etc. Donc, on y va avec les mouvements parce qu'on trouve que c'est important que les gens qui connaissent pas beaucoup l'enjeu puissent voir que ces livres-là sont disponibles et que l'information est disponible pour voir d'où d'où ces revendications-là viennent, qu'est-ce que différentes personnes en pensent, etc. Donc, on y va vraiment avec ça pour la vitrine puis les livres qu'on met de l'avant. Parce que je trouve ça beau j'ai trouvé ça beau quand tu l'as dit, que les librairies, c'est des lieux de résistance, c'est des lieux d'échange, d'apprentissage, etc. Donc, pour la ligne directrice, on y va vraiment avec les mouvements sociaux puis la justice sociale. D'où m'est venue l'idée, mais c'est sûr que c'est plusieurs choses simultanées, mais je te dirais que ce qui a penché plus dans la balance, ça a été le manque de représentation puis le manque de visibilité euh, des artistes d'ici et d'ailleurs, mais qui me ressemblaient ou qui avaient une histoire similaire à la mienne. Je pense que c'était quelque chose qu'on remarquait aussi, les personnes qui ont créé le Gillian. On était dans les milieux littéraires, on assistait au lancement, puis souvent, ben, il y avait des textes féministes qui sortaient, puis, ou même des numéros de revue sur le féminisme, puis on était comme... euh, est-ce qu'il y a vraiment des espaces pour recevoir ces textes-là, pour en discuter, pour les célébrer? Fait que c'était... j'écoutais d'ailleurs la balado avec la fondatrice de Diversilab cette Mhm. semaine, puis elle parlait d'un projet latent. Son projet, c'est une maison d'édition pour les voix des personnes racisées, mais des diversités. Ben, il y avait beaucoup de gens qui avaient l'idée euh, d'une librairie féministe, puis je suis sûre d'une librairie comme la tienne, Gabriella, aussi. C'est Mhm. juste, c'est ce genre de projet latent qui vient de la base, comme tu le disais, qui vient du mouvement, qui fait que qu'on prend au bon parce qu'on a la disponibilité pour le faire, parce qu'on a la passion pour le faire, puis que, dans le fond, on a le projet, on rassemble une communauté autour, puis le pari, c'est de bien le faire. T'sais. On crée une librairie féministe, une librairie euh, euh, pour les voix racisées. Puis le pari, c'est de bien le faire. Fait que je pense que c'est à partir des valeurs, à partir du mouvement que ça s'inscrit. Fait que c'est des librairies qui sont foncièrement politisées à tous les niveaux. Aussi, on est des librairies spécialisées, fait que de cette façon-là, on est quand même en marge. C'est quelque chose qui est plus rare, disons, par rapport aux librairies généralistes euh, qui existent depuis longtemps, où on retrouve toutes les nouveautés. Nous, on fait vraiment un choix dans ce qu'on va proposer. Comment tu dirais que tu fais cette sélection de ce qui se retrouve à la librairie Racine? Oui, j'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire au niveau de le pari, c'est de bien le faire. Puis moi, je pense à ça en disant que je rajouterais même le ensemble, de bien le faire ensemble. Il y a Mhm. beaucoup, moi, honnêtement, mes connaissances sont limitées. Souvent, les gens se pensent que ah, j'ai tout lu, je connais tout le monde qui est sur les tablettes. Non, je prends beaucoup des suggestions des personnes qui viennent nous voir, des réguliers. On reçoit aussi des suggestions par email, etc. Parce que moi aussi, je suis en apprentissage. Je me dis pas que je suis la libraire, que j'ai la connaissance suprême et que ce que je recommande, c'est le bon livre pour toi. Je m'abreuve au sein même des communautés euh, desquelles je desserre parce que justement, si on veut, comme on est une librairie à la marge et qu'on veut mettre déjà à la marge d'autres histoires, etc. Mais souvent, il y en a qui sont dans une espèce d'angle mort. Il y a des auteurs qui sont dans une espèce d'angle mort, puis qu'on ne va pas nécessairement trouver sur Google ou qui n'ont pas nécessairement la visibilité qu'ils méritent. Donc, j'y vais comme ça. Je m'inspire des gens
J'essaie d'aller dans des événements aussi pour rencontrer des gens, etc. Puis je me demandais la même question en fait pour le Gillian, si jamais tu aurais des suggestions de comment justement choisir ou curate, si permettez-moi l'anglicisme, la sélection de livres. C'est super intéressant, puis c'est vraiment le travail qui était le plus excitant qu'on a fait au début de la librairie, c'était de choisir. Nous, le, notre spécificité, c'est qu'on l'a fait à plusieurs. Donc, on partait chacune de nos bibliothèques, puis de nos intérêts, puis on les mettait ensemble. Fait que c'est souvent à plusieurs cerveaux, mais un peu comme tu l'as décrit, dans le fond, avec les réguliers qui viennent et qui proposent des choses. Nous autres aussi, c'est comme ça que ça fonctionne. On a sollicité des spécialistes de différentes questions. On a sollicité, on a pris nos bibliothèques, nos coups de cœur, qu'est-ce qu'on considère qui devrait absolument faire partie d'une librairie féministe, puis on les a amenés avec nous, dans le fond. Puis ça me faisait beaucoup penser à... Dans le fond, je lisais un vieux numéro des Têtes de pioche de 76, puis il y a un dossier avec les éditions Remue-Ménage, puis il y a une petite phrase sur le travail en collectif, puis sur le partage de connaissances qui me semblait très pertinente pour qu'est-ce qu'on est en train de dire. Dans le fond, c'est GC, cette personne anonyme aujourd'hui, qui se reconnaîtra peut-être, qui nous dit nous avons toutes été formées à travailler de façon individualiste, en particulier celles qui ont eu une formation plus spécialisée. Or, nous voulons essayer de travailler différemment. Nous voulons faire un travail commun, un travail de groupe, que chacun des membres du collectif enseigne aux autres sa spécialité pour que chacune ait sa part de job plate et de job le fun. J'ai trouvé ça cute. Nous voulons ainsi continuer à apprendre, que le résultat s'enrichisse des idées et de la collaboration de chacune. Je pense que ça explique très, très bien comment on fonctionne, nous, à Le Gillian. Puis j'imagine que tu t'y reconnais un peu aussi. Absolument. Puis quand les gens suggèrent un livre puis qu'ils se retrouvent sur nos tablettes, ils sentent que leur connaissance puis leur savoir est valorisé, qu'on prend en compte ce qu'ils disent. Ils se sentent impliqués aussi dans l'espace. Donc, c'est sûr qu'on va continuer à utiliser cette méthode de suggestion, sur base de suggestion. Puis, est-ce que tu dirais que dans le travail qu'on fait, nous, on vient pallier un manque, on vient faire un peu comme de la discrimination positive. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, là, mais on vient valoriser des textes qui sont dévalorisés ailleurs ou invisibilisés. Qu'est-ce que tu en penses? Je me souviens au départ, quand j'avais l'idée de Racine, combien de personnes trouvaient que l'idée était radicale, puis comment il y a des personnes qui étaient choquées, etc. Puis moi, je me disais, mais en fait, l'idéal pour moi, c'est que toutes les librairies soient diversifiées, puis qu'il y ait la diversité de genre, puis que ce soit, qu'il y ait une section féministe, puis que il y a des personnes racisées sur les tablettes, etc. Pour moi, c'est juste normal, puis que tous les endroits devraient être comme ça. Donc, moi, j'ai jamais trouvé ça super radical, super politique, mais après, avec du recul, là, je commence à comprendre que finalement, notre existence met des discussions sur la table qui sont pas toujours confortables pour tous. Et là, je commence à comprendre l'ampleur politique de la chose, puis que ça peut être touchy de dire que, ah, ben oui, que les librairies sont pas assez... Les tablettes des librairies sont pas assez diversifiées. Puis c'est pas que je trouve que les librairies font un mauvais travail ou que je blâme les choses, c'est que notre façon de faire, notre façon d'organiser, etc., peut
mettre des gens de côté. Il y a des gens dans notre angle mort, puis il faut juste réaliser, puis se tourner la tête, puis apporter des changements. Donc, oui, c'est peut-être radical avec des guillemets, puis que le travail qu'on fait de pousser de l'avant des textes féministes, des textes antiracistes, etc. Mais c'est vers là que je pense que beaucoup de personnes se dirigent parce que je trouve que ils commencent à avoir de l'intérêt dans plusieurs endroits pour diversifier les voix. Mais j'aimerais savoir ce que toi, tu en penses. Ben, ça résonne beaucoup ce que tu dis avec ce que je pense parce que nous autres, on fait juste présenter notre réalité. Puis on se rend compte en se confrontant au grand public ou à la littérature plus généraliste qu'on vit dans une bulle. Puis peut-être que c'est ça, être en marge. On est on fait partie de communautés minorisées. Euh, Puis notre réalité, elle est pas radicale pour nous, mais elle est radicale pour d'autres personnes qui font plus partie des Mhm. normes. Euh, Puis c'est pour ça que puis j'aime quand tu dis j'ai jamais eu l'impression de me euh, j'ai jamais voulu critiquer le travail qui se fait ailleurs. Moi, je voulais juste apporter quelque chose de différent, puis qui me ressemble plus. Puis, je pense que ça, c'est très intéressant. Puis c'est d'avoir pas la garantie, mais l'espoir, puis juste c'est qu'on sait, on fait partie de ces mouvements-là, on fait partie de ces communautés-là. On sait qu'il y a des gens euh, qui ont les mêmes intérêts que nous, ou les mêmes désirs, puis que justement la littérature qu'on propose va résonner pour ces personnes-là. Je pense que quand on pense au devenir un lieu de combat, de revendication ou même d'engagement, c'est important pour nous de penser le collectif, la communauté qu'il y a autour du projet. Je sais que pour le Guélion, on a impliqué justement la communauté féministe dès le départ en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant les campagnes de sociofinancement. Je sais que tu l'as fait aussi. Euh, Comment tu décrirais ta communauté puis le rôle qu'elle joue dans sa vie au quotidien? Mais c'est sûr que la communauté qui nous appuie, sans elle, on n'existerait pas. Ça, c'est Mm. la première chose que je veux reconnaître, surtout dans cette période difficile dans laquelle on est, avec la COVID, etc. Donc, sans elle, on n'existait pas. On essaie toujours d'être à l'écoute, d'être attentif des besoins, que ce soit en termes de suggestions, comme on a dit tout à l'heure, mais aussi en termes d'événements. Quel genre d'événements est-ce qui vous intéresse, qui vous branche? Est-ce que c'est plus des cercles de lecture, des, des rencontres avec l'auteur, des séances de dédicaces? Euh, donc, on essaie vraiment d'être attentive parce que pour nous, l'important, c'est de rester en constant dialogue avec les gens qui fréquentent Racine parce que pour être un lieu de résistance, puis pour résister ensemble, faut qu'on se parle quand même. On peut pas juste dire que Racine, c'est un lieu de résistance, puis que les gens viennent acheter un livre, puis qu'ils partent. Il faut vraiment qu'on prenne le temps de se demander comment ça va, qu'on 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 échange sur des sujets plus légers, plus compliqués, qu'on échange aussi sur la politique qui a un impact direct sur nos vies. Là, par exemple, là, par exemple, on parle beaucoup de, de politique américaine, mais ça, c'est quelque chose qui a un impact direct sur la vie de plusieurs personnes qui ont de la famille aux États-Unis, etc. Donc, on trouve ça important de, de garder comment je peux dire ça? Un canal d'échange avec les gens qui nous fréquentent.
on essaye d'apprendre leur nom, de voir qu'est-ce qui leur branche. Puis pour moi, c'est comme ça que ça commence l'engagement. Parce qu'après, les gens se disent comment est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que c'est en faisant du bénévolat? Est-ce que c'est en pensant des événements en collaboration avec vous? Comment Mhm. c'est quoi l'avenir de Racine? Comment on peut aider? Euh, Parce que oui, c'est important. Ce qui nous fait vivre, c'est sûr, c'est la vente de livres, mais c'est aussi euh, les, les bons mots, les encouragements, les gens qui parlent de nous, que les gens pensent que c'est important qu'on soit sur leur territoire et euh, on existe, pas juste, on se voit pas nécessairement comme que des, que des marchands qui font des transactions, on se voit vraiment comme des gens qui veulent imaginer un meilleur monde, un futur, puis qui veulent imaginer avec les gens, puis qui veulent organiser la résistance. Puis, Ben oui. puis c'est ça. Mhm. Puis je trouve ça bien que tu amènes le côté humain, puis euh, c'est c'est important, je pense que on essaie de créer des lieux qui sont incarnés, euh, qui créent non seulement un tu sais, une clientèle régulière, même si, genre, on n'utilise jamais ce mot-là, mais plus des gens, des réguliers, des gens qui viennent, qui deviennent des amis, qui deviennent des gens à qui on demande comment ils vont, puis qu'est-ce qui les habite en ce moment, tu sais. Euh, euh, mais on partage quelque chose de particulier, on partage le littéraire avec eux, puis on croit en la force de la littérature. Puis, j'ai une autre citation. J'ai une citation de Audre Lorde dans un livre magnifique sur la poésie, puis la place de la poésie dans les mouvements féministes aux États-Unis. Puis je trouvais cette citation particulièrement parlante. Euh, Elle nous dit, une citation tirée de La poésie n'est pas un luxe. Ça s'appelle, ouais, donc ça va comme suit. Là où la parole n'émerge pas encore, c'est notre poésie qui nous aide à la façonner. La poésie n'est pas que rêve et vision, elle est la colonne vertébrale de nos existences. Elle pose les fondations des changements futurs, elle jette un pont par-dessus notre peur de ce qui n'est pas encore advenu. Donc, c'est de rêver un monde meilleur, de l'écrire, de le transcrire, de partager, de faire entendre des voix. Euh, à la librairie, le Guillion, le littéraire, ben, quand on réfléchissait à comment on va l'appeler, cette librairie-là, comment on va l'incarner, on a décidé justement de prendre le nom d'un des premiers essais féministes au Québec, qui était un roman. Donc, on croit vraiment à la fiction, dans le fond, au rôle que la fiction peut avoir dans le réel. Donc, Le Guillion, un roman de Louki Bersianic, et jetait les bases des luttes féministes à venir. Donc, euh, c'est c'est pour ça qu'on pense que la littérature n'est pas seulement un divertissement. Puis je pense que c'est intéressant de le penser en ce moment au milieu d'une pandémie. Quel est le rôle de la littérature? Est-ce qu'on peut vraiment baser un mouvement de résistance, penser un avenir, le, 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 le façonner à travers le littéraire? Donc, quelle place vient jouer la littérature? Parce que j'imagine que c'est pas seulement le produit que tu vends, mais que ça a une place personnelle dans ton engagement. Exact. Puis, tu sais, on se rejoint pas mal sur le fait que le, le, le monde, dans, tel qu'il est maintenant, mais il a à repenser, à revoir, etc. Puis moi, ce que j'aime avec la littérature, c'est que même si moi, je suis une personne à la marge, il y a d'autres personnes en marge aussi sur lesquelles j'aime lire, euh, puis j'aime en apprendre. Puis il y a il y a une philosophie qui dit que si
si les choses s'améliorent pour les gens plus à la marge, ça s'améliore pour tout le monde. Donc, Ouais. c'est pour ça que je continue toujours de m'abreuver d'histoires puis de choses que je connais pas bien, de personnes encore plus à la marge que moi, parce que si je veux imaginer un futur qui est beau pour tout le monde, faut pas que j'oublie les gens qui sont encore plus à la marge que moi, parce que quand les choses vont s'améliorer pour eux, puis qu'on va vraiment les comprendre et les écouter, ça va aller mieux pour tout le monde. Donc, je te dirais que c'est ça ma philosophie en ce moment, hein, que j'essaie vraiment de, de, d'en apprendre plus, non pas seulement sur l'histoire des Noirs parce que je suis noire, mais sur l'histoire aussi des différentes communautés autochtones qui sont gardiens des eaux et de la terre d'ici puis de plein d'autres endroits depuis longtemps. Puis j'essaie d'en apprendre sur d'autres communautés parce que c'est aussi ça le vivre ensemble, puis d'imaginer un meilleur monde ensemble. Donc, moi, je me sers de la littérature pour après avoir des conversations avec des personnes, pour, comme outil d'apprentissage, Mhm. comme outil aussi pour, comment je peux dire, c'est plus léger d'offrir un livre en cadeau que d'argumenter avec certaines personnes des fois. Ah ben oui. Je me sers comme outil de changement aussi dans mon entourage. Et toi? Mhm. Ouais, ben, moi, je suis quand même fan de littérature jeunesse. Puis je pense que c'est une des littératures qui a l'impact le plus direct sur sur les sociétés à venir, les sociétés qui sont en construction. C'est de donner dès le plus jeune âge des modèles plus positifs, de, de sensibiliser les jeunes à certaines réalités. Je pense que ça a un pouvoir vraiment très concret, dans le fond. Mais je pense que toute littérature, quand elle est utilisée de manière à de manière bienveillante, de manière à justement être ouverte à apprendre des nouvelles choses, à, à se faire contredire, dans le fond, va nous faire évoluer, puis va nous Mhm. faire euh, voir l'autre, apprendre sur l'autre. Je pense que c'est super intéressant, c'est super important, dans le fond. Puis, en tant que librairie, on a vraiment un- une position vraiment particulière dans le milieu littéraire. On est très près du récepteur, donc des gens qui vont lire, mais on est assez près aussi des gens qui vont écrire, qui vont produire la littérature. Fait que on a comme un influence quand même sur les deux. Euh, c'est, tu sais, de voir qu'il y a des librairies spécialisées qui se créent autour de certaines questions, autour de certains textes, puis qui va venir les valoriser. Je pense que ça a un impact sur comment la littérature est construite. Je pense que si Racine n'avait pas eu le succès qu'elle a en ce moment, peut-être pas que de nouvelles librairies, de nouvelles maisons d'édition comme Syllabes, justement, dont il était question dans les balados précédentes, euh, euh, naisseraient. Dans le fond, ça serait pas des projets qui auraient pris racine, donc, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Donc, je pense vraiment que le milieu littéraire est un milieu qui est quand même à l'écoute. Puis c'est un milieu qui est... puis je m'y attendais pas. Ça a quand même été une grande surprise parce que moi, je venais plus, tu sais, j'avais fait des études littéraires, je venais plus de l'université, puis de rencontrer le milieu littéraire, ça m'a frappé à quel point c'était un milieu qui est militant, mais dans sa fondation, disons. Non seulement que c'est tenu par des gens qui croient en le discours, qui sont curieux, qui sont impliqués dans leur milieu, mais il y a
il y a quelque chose, dans le fond, c'est des gens qui, souvent, disons-le, vont travailler, vont être très mal payés, là. Le milieu littéraire, c'est terrible, là. Il y a très peu de gens qui vivent décemment de la littérature. Mais c'est des gens qui croient, qui ont le livre et la littérature comme cause. Puis de ce côté-là, je sens qu'on est très... je vois des ressemblances avec le milieu militant, dans le fond. C'est pour ça que je dis que le milieu littéraire est militant. Puis je sais pas si ton expérience de ce milieu-là, est-ce que ça résonne avec ton expérience du milieu littéraire? Je pense comme toi, je pense que le milieu littéraire québécois est très militant, très engagé aussi. Et c'est pour ça que je dirais que j'ai pas peur non plus de remettre en question certaines choses parce que quand on est Mhm. militant puis on est intéressé justement à la justice sociale, à l'égalité, etc., il faut pas oublier que notre position est pas toujours... C'est pas parce qu'on est des militants que notre position est nécessairement la meilleure, puis il faut toujours se remettre en question, toujours être ouvert et prêt à écouter d'autres personnes. Donc, moi, je trouve que oui, le milieu québécois est militant, et c'est pour ça que j'ai pas peur de brasser la cabane comme en bois québécois. Je sais pas si ça s'applique, mais j'aime cette Mhm. expression. Et de lancer des questionnements, etc. Parce que je sais que il y a cette envie aussi dans le milieu de changer les choses, que le milieu soit un milieu sain et qui s'améliore année après année. Donc, voilà. Mhm. C'est super intéressant ce que tu dis, puis c'est la question des intentions. Tu sais. Mhm, Oui, il y a plein de bonnes intentions, plein de belles intentions. Donc, on peut moduler nos attentes à cette hauteur et leur demander d'appliquer leurs principes et que ça soit pas seulement des belles paroles. Je trouve ça très inspirant ce que tu dis. Euh, Peut-être une question un peu plus pratique, dans le sens, la librairie Racine, elle a changé de lieu physique plusieurs fois depuis sa création. Est-ce que tu penses donc, comment tu envisages euh, ton, le lieu que prend ta librairie? Est-ce que, comment tu le penses? Comment tu cherches à t'inscrire dans le quartier dans lequel tu prends place? Mais d'abord, c'est sûr que j'aimerais mentionner que ça n'a pas été facile de prendre la décision de déménager et de recommencer l'aventure dans un nouveau quartier. Mais une chose qu'on s'est rendu compte, c'est que oui, les- euh, l'espace physique et l'attachement au quartier de Montréal-Nord étaient importants, mais de continuer d'exister, c'est encore plus important. Puis les gens Mhm. étaient prêts les gens nous disaient, peu importe où vous allez, on est prêt à vous suivre et à vous supporter parce qu'on trouve que votre présence serait important dans n'importe quel quartier. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait, que oui, les murs, c'est important, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces murs-là, puis les échanges, puis notre engagement, nos valeurs, c'est encore plus important. Puis peu importe où on va conserver cette essence-là qui est propre à nous. Puis ça, les gens le comprennent et nous saluent pour ça. Puis peu importe où on va s'installer, on va mettre de l'avant les mêmes valeurs, le même fonctionnement. Donc, je dirais que c'est sûr que c'est pas facile recréer des liens sur un nouveau territoire, mais je pense que ça va bien aller. C'est sûr que là, les circonstances nous aident pas beaucoup parce qu'on aimerait habiter le lieu physique davantage, mais on est restreint à devoir
tisser des liens de manière plus virtuelle que d'autres choses présentement. Puis on se pose aussi des questions sur l'avenir parce que euh, c'est sûr que euh, tous les événements qu'on imagine et les façons d'organiser euh, se dirigent plus vers le monde virtuel. C'est super intéressant, ta réflexion sur l'attachement à Montréal-Nord, puis c'est quelque chose qu'on se, qu'on, qu'on se questionnait beaucoup par rapport euh, à l'emplacement de la librairie. Je pense que c'est très important parce qu'un quartier amène toujours euh, nécessairement une certaine communauté, mais aussi a une histoire. Euh, Mhm. Puis pour nous, avec le village gay à Montréal, c'était de créer un espace pour les femmes et les personnes des minorités de genre dans, dans cet espace-là, qui a une histoire de, d'être principalement d'être principalement pour les hommes gays dans le fond, puis c'était de créer un espèce de lieu de résistance vraiment concrètement là dans ce choix du lieu, mais rien n'empêche que ça pourrait on pourrait avoir à déménager un jour, puis je pense que euh, l'idée de la communauté plus large que celle qui peut fréquenter le lieu physique est importante parce qu'avec les réseaux sociaux, avec les événements numériques, ça nous force à penser tout ça. Puis il y en a peu des librairies comme les nôtres. Fait que les gens les remarquent. Ça va amener des gens quand quand les voyages et le tourisme va pouvoir recommencer. Je suis sûre que tu as des collaborations avec des gens qui habitent pas à Montréal ou même au Absolument. Canada. Fait Mhm. que ça crée des liens plus largement que à l'intérieur du lieu qu'on incarne. Fait que je pense que la communauté puis autour de la librairie doit être pensée comme encore plus largement que ça. Puis je pense que ça peut être une des solutions à Mhm. la question ben, comment on peut résister, une librairie peut résister en 2020, mais à l'avenir. Euh, Dans le fond, on nous annonce la fin du livre depuis des années. Là. C'est quasiment un running gag. Je pense que tu vas être d'accord avec moi qu'on n'est pas prêt d'avoir la fin du livre. Là. Mais comment on peut continuer à exister, mais aussi à résister comme librairie? Oh là là, c'est une grosse question, ça. Mhm. Comment continuer à exister et à résister? C'est une bonne question. Mais je pense que, comme tu l'as dit, il n'y en a pas beaucoup des librairies comme nous. Donc, je pense que pour cela, déjà, il y a beaucoup de gens qui veulent nous supporter. Mhm. Puis quand je parle de support, je parle pas nécessairement des gens qu'on appelle les clients. Tu sais, j'aime pas trop ce, ce, Mhm. ce terme-là, mais je parle au niveau de, des différentes communautés qui nous supportent. Puis je pense que pour nous, par exemple, à Racine, on était vraiment stressés par rapport à l'avenir, surtout à cause des circonstances actuelles, mais on y va vraiment euh, euh, pas au jour le jour, mais on y va avec qu'est-ce qu'on peut contrôler. Puis Mhm. ce qu'on peut pas contrôler, on essaie d'y penser le moins possible. Effectivement, nous, on croit pas nécessairement à à la mort. On croit pas à la mort du livre. Au contraire, les choses se portent quand même assez bien. Ce qui est intéressant, je sais pas pour les Gillian, Mhm. mais pour nous, ça se porte assez Ouais. bien. Puis il y a un engouement aussi pour les livres, surtout des jeunes
qui est un créneau qu'on veut justement qui s'intéresse à une littérature diverse Mhm. parce que tu parlais des jeunes tout à l'heure, ben nous aussi, on pense que les jeunes, c'est la relève, c'est important, puis une de nos façons de résister, c'est s'assurer qu'on a une relève parce que quelqu'un comme moi pourrait partir et tout, mais qu'il y ait une relève qui soit intéressée par littérature, puis qui soit intéressée à devenir libraire ou à écrire des livres, etc. pour que pour inspirer la jeunesse, pour que les gens s'impliquent dans différents nouveaux, pour qu'il y ait une relève pour continuer le travail qu'on fait. Pour nous, on imagine la résistance comme de, d'intéresser la jeunesse à prendre la relève. Puis c'est pas nous qui vont tomber en premier, on est des chevals de bataille qui sont habitués de faire beaucoup avec peu, hein, on s'entend. Exact. Ah oui, ah ouais. Ça, Fait c'est que, clair. fait que se renouveler, penser à des nouvelles formes d'activités qu'on peut faire, des librairies itinérantes, de la livraison à vélo, des choses comme ça, je pense que c'est dans nos forces de pouvoir se réinventer constamment, puis de ne pas avoir non plus la lourdeur d'une tradition devant nous, je pense aussi. On fait les choses comme on veut les faire, on fait... c'est ça, on se permet d'inventer, on se permet d'essayer des choses aussi. Je pense que c'est ce qui nous démarque, c'est ce qui fait que... qu'on te voit partout, Gabriella, qu'on nous entend un peu que les gens s'intéressent à notre parole, à nos idées. Donc, aussi, peut-être encourager non seulement le livre, mais toutes les formes de production littéraire. Tu disais, ben, inspirer les autres à écrire, à produire du texte, à produire, à faire des performances, à performer. Je pense à Kamal, à Macarel. On a accueilli Gender Blender quelques fois à la librairie avant, dans les dernières éditions. Puis, on entend la voix des gens qu'elle a formés, qu'Ama a formés. Puis, il faut pas minimiser ça. Il faut pas minimiser l'impact que de créer des moments, créer des lieux de rassemblement fait sur la génération plus jeune, mais aussi sur les gens qui se souviennent ben, dans le cas du féminisme, des autres librairies qui ont eu lieu, qui ont pris place avant. Fait que je pense que on n'a pas besoin d'être inquiète pour notre avenir tant qu'il y aura du soutien. Ça, tu l'as mentionné à plusieurs reprises, les gens qui nous soutiennent, tant que on continue à être dans l'écoute puis dans la collaboration avec ces personnes-là. Puis qu'on se laisse de la place pour rêver, pour innover. Je pense que c'est comme ça qu'on va résister puis qu'on va continuer à exister. Absolument. C'est beau ce que tu dis. Merci d'avoir écouté cet entretien entre la libraire Gabriella Quinte et la chercheuse en littérature Sandrine Bourget-Lapointe. Un entretien réalisé en collaboration avec Magnéto et qui s'est enregistré virtuellement dans le respect des consignes de distanciation sociale. Pour découvrir d'autres auteurs, retrouvez tous les épisodes des rencontres d'écrivaines et d'écrivains du CRILC sur votre application balado préférée.